Je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour vous dire qu'on a créé un quiz qui vous permet de recevoir votre playlist personnalisée d'épisodes. Est-ce que c'est pas trop cool comme cadeau, ça? Blague à part, on a créé plus d'une centaine d'épisodes, écrit des dizaines de newsletters, et en fait, on se demandait aussi comment mieux répondre à vos besoins. Et ben, ce quiz et cette playlist personnalisée, ça va vous permettre d'avancer, de construire votre projet, que vous soyez coincé à Paris, peut-être déjà en train de déménager ou même installé dans votre nouvelle région, qui sait. Vous allez pouvoir recevoir la playlist qui vous correspond. Le lien est dans la description de l'épisode et si vous ne le trouvez pas, il est aussi dans la bio de notre compte Instagram. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un épisode hors série. C'est pas un format habituel de Ciao Paris. C'est vrai que cette fin d'année, voilà, j'avais envie un peu de changement et de vous proposer d'autres choses. En fait, il y a quelques semaines, j'étais à Paris pour le boulot, pour quelques jours, et j'ai assisté à cette conférence qui est organisée par la Fondation Jean Jaurès. Ça m'a tellement plu, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai eu envie de la partager intégralement avec vous, parce qu'il y a plein de réflexions qui alimentent directement nos conversations, toutes les conversations qu'on peut avoir en MP sur la mobilité et tout ce qu'il peut y avoir autour. Et aussi, je trouve qu'on n'aborde pas assez dans Ciao Paris, parfois, tous les enjeux sociétaux, politiques, qui sont liés au fait de bouger. On l'aborde parfois, mais un peu timidement. Moi, j'avoue que je suis pas toujours très à l'aise pour aborder ces sujets. J'ai souvent l'impression que c'est pas ma place, pas mon rôle. Mais vraiment, cette conférence, j'ai trouvé qu'elle traitait hyper bien toutes ces questions. Et donc pour cette conférence, la Fondation Jean Jaurès et Jérémy Pelletier, qui est co-directeur général et qui anime la conférence, a réuni deux expertes qui sont passionnantes et passionnées, vous allez voir. Il y a Salomé Berlioux, qui est fondatrice de l'association Rura, qui œuvre pour l'égalité des chances des jeunes dans les territoires ruraux. Elle est originaire de l'Allier et elle est aussi autrice d'un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions de l'Aube qui s'appelle Celle qui part. Et pour échanger avec elle, il y avait également Pauline Rochard, qui est sociologue et autrice de Ceux qui reviennent, Celle qui part, Ceux qui reviennent, tout ça, qui est paru aux éditions Payot et que j'avais déjà reçu dans le podcast, c'était les épisodes 84 et 85. Je vous remettrai le lien, bien sûr, dans la description de l'épisode si ça vous donne envie de la réécouter. Et c'est vrai qu'ensemble, elles décryptent en fait pourquoi quitter Paris ou revenir au pays est encore plus complexe pour les femmes. Et ça aussi, c'est un sujet dont on parle pas beaucoup dans Ciao Paris et qui commence à me gratter un peu. Donc voilà, préparez-vous, je pense qu'on va en parler en 2026. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à venir me raconter en MP sur Instagram ou en laissant un commentaire sur Apple Podcast pour dire si ça vous a plu, si vous voulez d'autres contenus comme celui-là. En tout cas, moi, ça m'a passionné. J'espère que ça vous passionnera tout autant. Je vous souhaite une bonne écoute et je leur laisse la parole. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette soirée dans laquelle on va parler de territoire, dans laquelle on va parler durant laquelle on va parler de celles et ceux qui reviennent sur ce qu'on appelle leur territoire. On va donner la définition tout à l'heure de ceux qui partent des territoires, de ceux qui font un passage ponctuel, de ceux qui décident aussi d'aller y vivre. C'est des sujets évidemment qui sont beaucoup venus à l'issue de la crise sanitaire, pendant la crise sanitaire. On en parlera notamment aussi avec Pauline, c'est l'un des objets aussi de son livre. Mais si on a organisé cette soirée aujourd'hui sur ce sujet, c'est parce que vient de sortir ce recueil de nouvelles de Salomé Berlioux, qu'on connaît bien ici à la Fondation Jean Jaurès, parce qu'elle publie régulièrement, elle a beaucoup publié à la Fondation. Et elle continue de le faire. Et donc ce livre qui vient de sortir, Celle qui part, raconter les territoires, qui est un recueil de 6 nouvelles, de 6 femmes, de 14 à cinquantaine d'années, si je dis pas de bêtises, qui ont tout un lien avec le territoire de l'Allier. Et tu nous parles de femmes qui reviennent justement vivre dans des territoires dans lesquels elles ont passé une partie de leur enfance, des femmes qui viennent y vivre et décident d'y vivre sans connaître
ni amis, ni individus, ni le territoire en question. Évidemment, tu nous parles aussi des femmes qui décident de partir et de quitter ces territoires. C'est intéressant et on en parlera tout à l'heure. C'est la première fois que tu fais de la fiction, pour le coup, sur ces sujets-là. C'est pas ton premier livre de fiction, mais c'est la première fois que tu décides d'utiliser la fiction pour tes sujets. On te doit un certain nombre d'ouvrages avant celui-ci, toujours évidemment sur la question de la ruralité, notamment la question des jeunes ruraux, les invisibles de la République, que tu avais publié en 2019 aux éditions Robert Laffont, Nos campagnes suspendues à l'Observatoire en 2020, toujours sur les mêmes sujets, Toi des villes et moi des champs, les ruralités du 21e siècle, avec Félix Assouli, Rémi Branco, Tristan Guerra, Laurence de Nerveau, Corinne Royer et Jérôme Sadier aux éditions de l'Aube, et plus récemment, Loin de Paris, Raconter les territoires, avec Félix Assouli, qui était un livre que vous avez dirigé ensemble, un livre collectif qui est sorti à l'Aube en 2025. Tout ça, c'était, je dirais, des essais, des livres de sciences sociales. Là, c'est un recueil de nouvelles et on va évidemment en parler. Et pour discuter avec toi, on trouvait très chouette d'avoir, pour la première fois en débat à la Fondation Jean Jaurès, même si on la connaît bien et qu'elle nous connaît bien, Pauline Rochard. Pauline, merci beaucoup d'être venue. Je sais que tu n'es pas en méga forme, mais beaucoup de gens ont tout un tas de petits rhumes et de petites contrariétés comme ça. Donc merci beaucoup d'être venu et on va essayer que tout se passe bien. On t'a fait venir parce que tu as publié toi en janvier dernier un livre qui a beaucoup fait parler de lui, qui t'a donné l'occasion de faire pas mal de médias, pas mal de presse, pas mal de radio. Ce livre, il s'appelle Ceux qui reviennent, quitter Paris pour retourner vivre dans son territoire d'origine. Pauline, je te présente, tu es spécialiste des mutations du travail, tu es consultante, tu es parisienne d'adoption, comme le dit la 4e de couverture, et tu as décidé de faire ce livre parce que tu as décidé bizarrement de quitter Paris en 2022 avec mari et enfant pour aller vivre dans ton territoire d'enfance, le nord de la France et plus précisément Dunkerque. Et de cette expérience-là très personnelle, tu as tiré effectivement une enquête qu'on peut définir comme une enquête sociologique justement qui fait parler tous ces gens qui ont décidé, notamment depuis le Covid, mais pas que, de quitter la capitale, de quitter Paris, certains diraient de quitter la France, du coup, pour aller s'installer en province. Tu utilises le terme de province, tu l'aimes davantage que le terme de territoire, on en parlera aussi tout à l'heure, et tu as tiré, du coup, en tout cas, de cette expérience personnelle, cette enquête sociologique très intéressante pour voir ce qui se passe justement quand on revient vivre dans son territoire d'enfance. Et je me rends compte, Salomé, que j'ai dit que tu avais beaucoup travaillé avec la Fondation. J'ai cité tes livres, mais je t'ai même pas présenté pour celles et ceux qui te connaissent pas forcément. Tu diriges, tu as fondé et tu présides une association qui s'appelle RURA, qui s'est longtemps appelée Chemin d'avenir et qui désormais s'appelle RURA. Et on peut dire que tu es une entrepreneur sociale, justement, sur les questions de ruralité, sur les questions de jeunesse dans le monde rural. On va essayer de croiser les regards sur évidemment vos deux livres. Il y a beaucoup de sujets qui se font écho, il y a beaucoup de sujets qui se répondent. Toi, ton objet, Pauline, c'est évidemment de raconter l'histoire de ceux qui décident de quitter Paris pour revenir sur leur territoire. Toi, Salomé, tu en parles aussi de ces jeunes femmes. Tu t'es intéressé spécifiquement d'ailleurs aux femmes et on te demandera pourquoi. Mais tu parles évidemment des femmes qui peuvent revenir sur leur territoire de France, mais tu parles aussi des femmes qui décident de partir, des femmes qui aimeraient partir mais qui ne peuvent pas, des femmes qui passent sur les territoires de façon plus ponctuelle. Première question, je l'ai dit, c'est la première fois que tu fais de la fiction sur tes sujets de prédilection. Pourquoi avoir décidé de faire des nouvelles? Pourquoi utiliser la fiction alors qu'on te connaissait effectivement pour des livres à impact? Mais ces livres à impact étaient davantage en effet des livres qu'on peut qualifier d'essais, plutôt de sciences sociales. Pourquoi cette fois-ci avoir utilisé la fiction? Est-ce que c'est pour être finalement dans la veine de tout un tas d'auteurs, de romanciers, voire même de cinéastes désormais qui font des ruralités un objet pour raconter des histoires qui semblent effectivement plaire d'ailleurs au grand public? Merci Jérémy, merci à la Fondation de m'accueillir une nouvelle fois. J'aime bien lancer mes livres ici, ça c'est sûr. Et merci à Pauline parce que vraiment, ça ne se voit pas, mais
Tu n'étais vraiment pas en très bon état et c'est vrai que j'avais du mal à imaginer lancer ce bouquin sans toi. Donc merci d'avoir traversé la France du coup pour être là. Et un petit bout de la France pour être là aujourd'hui. Et merci à tous effectivement d'être présents. Je suis assez émue en fait de parler de ce livre pour la première fois. Je l'ai un peu fait dans la presse et les médias, mais pas encore avec des vrais gens en direct. Donc je suis très excitée, sachez-le. Pour répondre à ta question, Jérémy, je redonne juste 2-3 éléments de contexte parce qu'en fait, ça répond très directement à cette question de pourquoi avoir choisi un objet plus littéraire que d'habitude pour parler de ces sujets. En fait, donc chez Rura, que la plupart d'entre vous connaissent un peu, je pense, mais donc c'est une structure de l'entrepreneuriat social qui a 2 jambes, c'est ce qu'on aime à dire. On est appuyé sur 2 jambes d'égale importance. La première qui correspond à notre premier objectif, à savoir changer la vie des jeunes dans la ruralité, de manière très directe. Et on a accompagné presque 15 000 jeunes depuis les débuts de l'association, collégiens, lycéens, étudiants à travers toute la France dans la construction de leur parcours académique, professionnel et citoyen, toujours des jeunes ruraux et des petites communes. Et deuxième jambe, vous allez voir, l'objectif n'est pas très modeste, changer la société française au profit de la diversité territoriale, donc autrement dit, nous attaquer à la racine des inégalités territoriales en matière de jeunesse et d'éducation, de façon à faire évoluer les mentalités de façon vraiment systémique pour que les ruraux, donc les jeunes ruraux, mais aussi les ruraux et en fait les territoires ruraux soient plus regardés, mieux compris, plus étudiés et que des dispositifs d'ampleur soient déployés pour adresser, pour traiter les fractures territoriales qui très souvent pèsent sur les habitants de ces territoires. Donc ça, c'est notre objet social, on va dire, lutter contre les fractures territoriales en pariant sur les jeunes. On a choisi la question des jeunes comme un levier justement très fort et parce que ça nous paraissait primordial de traiter cette question qui n'était pas du tout traitée quand on a fondé Rura en 2016, qui à l'époque effectivement s'appelait Chemin d'avenir. Tout ça partant évidemment d'une expérience très personnelle puisque j'ai passé les 18 premières années de ma vie dans l'Allier, singulièrement le territoire où se passe une grande partie des nouvelles dans celle qui part. Et donc, dans le cadre de ces actions de plaidoyer, notre objectif est vraiment d'attirer l'attention sur les territoires ruraux et surtout sur leurs habitants. Parce que notre postulat, c'est que pendant très longtemps, on n'a pas parlé des territoires ruraux, puis on a parlé un petit peu plus des territoires ruraux, mais en fait pas du tout des habitants de ces territoires. Donc en fait, notre obsession, c'est vraiment de parler certes des territoires, mais surtout des gens. Et d'essayer d'attirer l'attention sur, certes, la force que peut représenter ces territoires, le bonheur qu'on peut avoir à vivre à la campagne dans certains cas, le choix que ça peut représenter de vivre dans une petite commune, mais aussi la série de conséquences que ça peut avoir et le fait que les jeunes dans la ruralité, aujourd'hui, très souvent, n'ont pas encore le choix, ou en tout cas ne sont pas dans les mêmes situations de départ face à l'avenir que les jeunes des grandes métropoles. Après, les questions se posent différemment à l'âge adulte, et notamment on pourra en parler avec Pauline, mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez des jeunes dans la ruralité. Et pour voir des visages qui connaissent bien ces sujets, y compris empiriquement, je sais que vous savez de quoi je parle, mais voilà, à 10 ans, 15 ans, 18 ans, on a beau être très attaché à son territoire d'origine, on a beau y avoir ses parents, des amis, et pouvoir aller se baigner dans des lacs le week-end quand il fait beau, avoir une forêt à côté de chez soi, et peut-être une maison et peut-être un jardin, mais rappelons que ça n'est pas toujours le cas dans la ruralité. Au moment de choisir de ces choix d'orientation, ça a une série de conséquences. On y reviendra probablement. Dans ce cadre-là, chez Rura, on fait donc du plaidoyer ou de l'influence, et ça passe, tu le disais, par des livres, des essais, des enquêtes d'opinion, dont certaines avec la Fondation Jean Jaurès, d'autres avec, par exemple, l'Institut Terram, avec à chaque fois des thèmes qui vont être la mobilité, qui vont être l'accès aux études supérieures, qui vont être la question des clichés dans la ruralité. On fait des campagnes, justement, autour de ces thématiques. Et puis, on choisit aussi des publics cibles. Les jeunes, évidemment, qui sont un peu notre obsession. Et puis, les femmes. Et là, on y vient de plus en plus pour des tas de raisons, et notamment parce qu'en fait, comme notre objet, c'est d'attirer l'attention sur ces territoires et leurs habitants, et qu'on a été quand même pendant très longtemps les seuls à le faire, on a aussi pour intérêt d'occuper le terrain et de taper un peu à toutes les portes pour essayer d'attirer l'attention sur ces territoires-là et sur leurs problématiques par tous les angles, puisque ça reste quand même assez minoritaire et assez niche comme sujet, même si ces dernières années, on peut avoir un peu l'impression qu'il y a un frémissement et que les lignes bougent, et ça, j'en reparlerai volontiers avec vous aussi.
Et donc la question des femmes, en fait, elle est venue en grande partie parce que quand on parle d'orientation dans les territoires ruraux, évidemment, on parle des jeunes, et parler des jeunes, c'est aussi parler de leurs mères, de leurs sœurs, de leurs profs, de leurs amis. Et donc, regarder un peu en profondeur et de manière effectivement littéraire, quelle destinée se noue dans ces territoires entre eux. C'était vraiment mon obsession. Pour ceux et celles d'entre vous qui l'ont déjà feuilleté, vous l'avez sans doute compris. Ce qui était central pour moi, parce qu'en fait, depuis 10 ans que je travaille sur ce sujet, je me rends bien compte que c'est ce qui obsède les gens, c'était la question de la dialectique entre partir et rester. Et se rajoute une espèce de troisième vision et de plus en plus à cette dialectique qui est le revenir. Et d'ailleurs, dans un premier temps, pour adoucir éventuellement les réactions d'élus locaux à qui, quand en 2016, 2017, 2018, on allait expliquer que peut-être ça pouvait être intéressant aussi d'autoriser les jeunes ruraux à partir et à aller chercher la formation et l'emploi dans une ville qui n'était pas la leur, puisque 7 formations sur 10 se situaient dans les grandes métropoles. C'était pas forcément idiot de réfléchir comme ça, et il y avait vraiment des crispations des élus locaux à ce moment-là. Encore une fois, ça bouge. Mais à ce moment-là, je pense que j'avais imaginé cette formule aussi pour arrondir les angles, qui était rester, partir pour mieux revenir. Et donc effectivement, la question du retour était déjà là et je l'assumais comme une option. Mais mon objectif, et je m'en arrêterai là assez rapidement, mais c'était quand même, d'une part, de dresser donc des parcours de femmes, on pourra venir à la question des femmes après si tu veux, qui est aussi évidemment un peu personnel, quand on connaît une forme de triple déterminisme géographique, social et de genre, on a un peu envie de traiter ces 3 sujets en même temps. Mais en gros, la question pour moi, c'était d'essayer de faire un livre qui était assez politique, parce qu'en fait, ces sujets le sont, mais par un biais littéraire, sensible, sensoriel. Quand je dis politique, c'est parce que je prétends pas avoir fait le tour du sujet, mais à travers ces nouvelles, on a effectivement celle qui reste, celle qui part, celle qui revient, celle qui arrive, celle qui passe par là, et celle qui rompt avec son territoire. Donc l'idée, c'était quand même d'essayer d'avoir des nuances dans cette dialectique entre le partir et le rester, de montrer à quel point c'est central, parce que dans la ruralité, son présent et son futur est déterminé par une question de kilomètres. Et ça, on pourra en reparler, mais en fait, qu'on le veuille ou non, la ruralité, c'est aussi ça, la voiture, les kilomètres et toutes les implications que ça a dans le quotidien et dans le futur, notamment pour les jeunes. Donc, de faire ça de la manière la plus, je ne prétends pas être très subtile, mais la plus subtile possible, avec justement ces différentes facettes. Et puis, dresser aussi en filigrane le portrait et on y reviendra aussi sans doute, mais de femmes et d'hommes dans la manière dont ils vont considérer justement cette question du départ, cette question du territoire et cette question de l'ancrage géographique des femmes rurales, pour, à la fin des fins, créer un objet qui, j'espère, interpelle, attire l'attention et en fait sert d'aiguillon et participe aussi à faire évoluer les mentalités par des représentations culturelles, parce qu'en fait, bien sûr, on peut faire émerger des chiffres, des données, on peut aller sur les plateaux télé, on peut faire des matinales, on peut faire des trucs un peu techniques, on peut faire du terrain comme on le fait chez Rura et 15 000 jeunes accompagnés, c'est bien, mais à un moment donné, quand on parle d'inégalité systémique, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère et en fait la création culturelle et le fait de faire émerger des films, des documentaires, des podcasts, des séries, des livres sur ces sujets, ça permet aussi de toucher les gens autrement et le plus grand nombre autrement. Alors, on reviendra effectivement sur la question des femmes, parce que c'est effectivement la catégorie que tu as voulu cibler et analyser plus spécifiquement dans ton livre. Pauline, je me tourne vers toi. Évidemment, il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de sujets qui font écho dans vos livres. Peut-être le plus important, le plus puissant, c'est vous montrer à quel point les femmes dont tu parles et les individus que toi tu as rencontrés sont attachés à leur territoire, la question d'attachement à son territoire. Et toi, ce qui est très intéressant, et j'aimerais que tu en dises un mot, parce que finalement, tu as fait découvrir, je crois, ce phénomène-là au grand public. C'était quelque chose qui passait un peu sous les radars, je dirais, médiatiques. C'est que on a beaucoup parlé, et notamment à l'issue du Covid, d'exode des grandes villes pour se tourner vers d'autres territoires, mais en l'occurrence, c'était souvent des grandes métropoles, Nantes, Bordeaux, etc., etc.
Toi, tu nous donnes ce chiffre et cette donnée très intéressante et qui est en fait l'objet et le point de départ de ton livre, c'est que 30% des jeunes et des individus qui quittent Paris et qui ont décidé de quitter Paris le font pour revenir sur leur territoire d'origine. En quoi ça, c'est un phénomène nouveau? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Et selon toi, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire justement dans le lien, dans l'attachement de ces jeunes-là que tu as vus et dans lesquels aussi tu fais partie, évidemment, parce que tu as le même parcours, tu as quitté Paris pour retourner à Dunkerque. Qu'est-ce que ça veut dire dans le moment politique dans lequel on est, dans le moment que vit notre société, d'avoir 30% des individus qui quittent Paris pour revenir sur leur territoire d'origine? Est-ce que c'est pour rendre à leur territoire ce qu'ils leur ont donné, phrase qu'on entend régulièrement, parce que, et je le dis d'entrée, autant quand on quitte son territoire, on est considéré comme un traître, autant quand on y retourne, on est considéré comme une personne potentiellement en déclassement. Et donc, qu'est-ce qui motive justement les individus que tu as rencontrés à revenir justement dans leur territoire d'origine, sachant que cette donnée-là, en fait, elle était peu connue et elle est assez massive? Il y a beaucoup de choses dans ta question, mais je vais essayer d'y répondre un peu point par point. Alors peut-être pour resituer pareil un peu l'objet du livre. Alors moi j'ai grandi dans une petite commune à une vingtaine de kilomètres de Dunkerque, donc dans le nord, donc dans une campagne très industrielle finalement. J'ai fait mes études à Lille et je suis arrivée à Paris comme beaucoup de gens parce qu'effectivement le chemin assez classique de ceux qui font des études supérieures, c'est de faire ses études dans la métropole du coin, puis potentiellement d'aller à Paris parce que c'est là que se situe le champ des possibles le plus vaste encore dans ce pays. Et c'est un fait, on peut le déplorer, mais voilà, Paris recouvre encore un poids symbolique très fort, mais aussi factuellement, c'est là qu'il y a une dynamique d'emploi majoritaire. J'ai passé une petite quinzaine d'années à Paris et je suis revenue donc à Dunkerque, donc à 25 km de là où j'ai grandi. Et effectivement, alors il y a beaucoup de raisons qui motivent effectivement un tiers des Franciliens à revenir dans leur territoire d'origine. Il y a des raisons factuelle, on va dire un peu objective à ce retour. Moi, dans mon enquête, alors oui, ça je l'ai pas précisé, j'ai interrogé une quarantaine de personnes qui sont revenues donc dans leur coin et j'ai volontairement été choisir des gens qui étaient revenus dans des territoires qui ne sont pas considérés comme les plus attractifs du pays. Donc les Hauts-de-France, les Ardennes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Lot. Voilà, je suis pas allée spécialement dans la Drôme par exemple ou dans ces campagnes que parfois on idéalise un peu ou qu'on romantise un petit peu. Voilà, j'ai volontairement choisi des territoires pas forcément en déclin, pour faire référence à l'ouvrage de Benoît Coquart, Ceux qui restent, faire sa vie dans les campagnes en déclin, mais il y avait un peu cette idée-là quand même de territoires pas les plus attractifs. Et donc des raisons objectives, on m'a beaucoup parlé de ces moments un peu de rupture qui concernent une partie des trentenaires, notamment le fait de devenir parent, par exemple, qui bouleverse en fait l'équilibre familial, où en fait beaucoup de gens m'ont expliqué mais moi, je me suis rendu compte en devenant parent que j'avais besoin de relais familial et donc de me rapprocher de ma propre famille parce que pour pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle, ça changeait la donne en fait de pouvoir compter sur des gens qui peuvent nous aider. Alors à Paris, on dit souvent qu'on se constitue une famille choisie, a fortiori pour les provinciaux qui sont montés à Paris. Mais ça n'est pas tout à fait la même chose de demander à sa famille choisie de garder ses enfants quand ils ont une gastro-surprise ou que vous avez un RER qui est en panne que d'appeler les grands-parents. Voilà, ça c'est une chose, on m'en a beaucoup parlé. Il y a aussi, inversement, les jeunes trentenaires ou jeunes quadras qui doivent s'occuper de leurs parents. Et ça, c'est un autre mouvement qu'on a un peu mis en lumière ces dernières années, mais le fait voilà, d'être dans des situations qu'on appelle d'aidances, et c'est ce qui explique aussi que beaucoup de gens se rapprochent géographiquement de leur famille d'origine parce que on est quand même dans un pays où les institutions
solutions collectives d'accueil pour les personnes dans le grand âge ne sont pas suffisantes et qu'il n'y a pas assez de soutien public pour ça. Et donc, c'est ce qui motive beaucoup de jeunes trentenaires quadras à revenir. A fortiori, les femmes, on y reviendra peut-être, parce que pèse sur elles la charge du care dont vous devez avoir déjà, bien sûr, entendu parler. Donc, il y a cette raison-là, et il y a des raisons aussi factuelles, comme j'avais besoin d'espace, de retrouver une meilleure qualité de vie, bon, tout ce dont on a parlé énormément post-Covid. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'était un peu ce paradoxe de pourquoi, alors qu'on a souvent voulu quitter notre coin, à un certain âge de nos vies, vers 18-20 ans pour la plupart, pourquoi finit-on par y revenir quand bien même ce coin n'a pas des allures de carte postale. Et c'est là qu'effectivement beaucoup de gens m'ont parlé de ce sentiment d'appartenance très fort qui était plutôt quelque chose de subjectif finalement, presque de l'ordre des sensations, où on m'a expliqué être attaché à un paysage, à un environnement, à une lumière particulière, des odeurs. C'est pas moi qui ai découvert ça. Il y a plein d'autres auteurs qui ont déjà écrit sur le sujet, et notamment Nicolas Mathieu, qui en parlait déjà beaucoup dans Leurs enfants après eux, et qui disait cette phrase qui, pour moi, résume tout, l'effroyable douceur d'appartenir. Et ça, en fait, les enquêtés me l'ont dit très, très rapidement, alors avec leurs mots. Je me souviens d'une fille qui me disait qu'elle était revenue vivre dans la Manche et qui me disait... Bon, moi, j'aurais bien voulu aller à Marseille, un peu comme tout le monde, ça me faisait rêver la vie au soleil, mais j'appartiens à une latitude climatique et j'ai besoin de l'humidité, j'ai besoin de voir la pluie. Voilà. Et moi, ça a beaucoup résonné en moi, puisqu'étant de Dunkerque, je suis aussi de ces territoires humides. Et donc, voilà, ça m'avait fait sourire parce que j'avais senti une très forte connexion, et je pense qu'on est nombreux à partager ce sentiment d'appartenance qui n'est pas... Voilà, qui a quelque chose de très personnel, de très subjectif, et qui nous marque en fait profondément. Et donc moi j'aime bien dire, et d'ailleurs on me l'a déjà, les enquêtés me le disaient aussi, on n'appartient plus à un territoire qu'un territoire nous appartient. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de, c'est très ancré en fait. Salomé, à travers tes 6 personnages, finalement, on en apprend autant sur elles que sur la façon dont celles qu'elle côtoie, celles qu'elle fréquente, ceux qu'elle fréquente, disent et voient et perçoivent justement ces territoires. Et pour faire le lien avec la raison de l'attachement, qui est peut-être en train effectivement de devenir plus important aujourd'hui qu'il y a quelques années, est-ce qu'il n'y a pas une forme de réponse à quelque chose que tu analyses bien, je trouve, dans le livre, et notamment dans l'une des nouvelles, la deuxième nouvelle, si je ne dis pas bêtise, c'est une réponse au mépris à la fois géographique d'une part, mais qui en fait se teinte souvent de mépris social, qui est très souvent ressenti et très souvent vécu justement à la fois par les gens de ces territoires, par les femmes de ces territoires, et d'autant plus par les femmes qui reviennent aussi vivre dans ces territoires. Ce sujet-là, ce thème-là du mépris social, du mépris territorial, c'est un des éléments que tu évoques beaucoup, et qui pourrait être aussi l'une des raisons finalement de cette réaction, mais réaction positive, justement, voire peut-être aussi un peu identitaire, de retour justement sur son territoire d'origine, en réponse justement à ce mépris qui semble, selon en tout cas toi ce que tu écris, et quand on te lit bien, avoir pris une place plus importante aujourd'hui dans des sociétés très polarisées, et donc peut-être plus méprisantes qu'elles ne l'étaient par le passé. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être justement en rebondissant aussi sur ce que tu disais, Pauline, sur cette question du sentiment d'appartenance, parce que c'est effectivement quelque chose de très fort, mais qui, en tout cas, c'est vraiment notre postulat chez Rura, et on le voit à la fois en accompagnant les jeunes aussi bien dans des zones de montagne de l'Académie de Grenoble que au cœur de la Diagonale du Vide dans l'Allier ou la Nièvre. Et vous imaginez bien que je dis la Diagonale du Vide avec énormément même pas d'affection, de tendresse. Moi, ça fait partie justement des termes qui m'émeuvent pas mal en réalité. Ou des jeunes
du nord de la France, et puis au gré des enquêtes que l'on mène, en fait, ce qu'on voit, c'est exactement ce que tu dis, mais avec un petit élément supplémentaire qui est que les jeunes ruraux n'arrivent pas, ne peuvent pas, du fait de cette invisibilité qui les a entourés pendant des décennies, ne se sentent pas ruraux, en fait. Il faut aller les voir et il faut leur expliquer que ce qu'ils ressentent, c'est pas juste de l'inconfort qui est lié à leur famille, à leurs parents, à leur village ou à leur département. Moi, j'ai longtemps cru ça en ce qui me concerne, mais qu'en fait, ce sentiment d'empêchement qu'ils peuvent avoir, le fait de se dire, l'angoisse par rapport à l'avenir, les questions évidemment économiques et sociales, et puis le recul des services publics, le poids des kilomètres, les 2h37 par jour à passer dans les transports pour les jeunes, comme on l'a montré dans une enquête Rura et Terram, les 528 € par mois à dépenser dans le budget transport, et puis cette question, encore une fois, du partir qui va se poser à 15 ans ou à 18 ans, c'est pas eux, c'est pas dans leur tête, c'est pas de leur faute, ce sont des inégalités systémiques, d'une part, et d'autre part, ils sont ruraux avec une espèce de communauté de destin qui peut devenir une force et qui repose aussi sur des tas de choses justement sensibles, liées à leur enfance, liées à leur adolescence, liées à justement la manière dont la vie se construit en ruralité ou dans une petite commune éloignée des grands centres de décision, des grands centres économiques, des grands centres culturels, des grands centres de formation, et qui crée entre eux une communauté de destin, un sentiment d'appartenance. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, un jeune rural ne sait pas forcément qu'il est jeune rural, et ça ne lui permet pas de se sentir appartenir à cette communauté, comme on a besoin parfois d'appartenir par exemple à une classe sociale pour se sentir plus fort. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même si encore une fois ça bouge un peu et j'espère qu'on arrive à faire bouger les lignes, mais un jeune de la ruralité, je sais pas, sur la Côte Vermeille, à une demi-heure de Perpignan, qui écoute la radio et qui entend Orelsan parler de son parcours par exemple, plutôt en Normandie, il pourra pas se dire « Ah, mais c'est marrant, il était lui-même d'un territoire rural et il a franchi des obstacles et il a réussi à faire des choses. » Et en fait, ce qu'il raconte dans ses chansons sur l'ennui, sur les difficultés, sur l'attachement, mais c'est ce que je vis moi aussi. Mais du coup, ça veut dire que c'est possible et ça veut dire que je peux justement m'émanciper, faire des choses. Oui, bien sûr, c'est aussi fait pour moi. Et donc, en fait, ça n'existe pas, notamment parce qu'on n'en a pas parlé pendant très longtemps, parce qu'on n'a pas fait émerger de figures de représentation. Je le dis toujours avec un peu de provocation, mais on n'a pas fait émerger le Jamel Debbouze de la ruralité. Et il faudrait parce que ça ne règle pas toutes les solutions, mais ça permet éventuellement d'avoir ces rôles modèles. C'est un peu anglo-saxon de dire ça, mais... Et donc, ce sentiment d'appartenance, quand est-ce qu'il apparaît ? Il apparaît quand on part. Donc en fait, quand on peut partir. Et que quelque part, découvrant autre chose que la ruralité, on se dit, mais attends, non seulement je suis rurale, mais en plus, potentiellement, il y en a plein d'autres. Je vous raconte un truc. Je fais un podcast pour une chaîne de Radio France qui sortira dans quelques semaines avec Rura, justement, sur la ruralité. On a mené plus de 25 entretiens à travers toute la France, justement, sur ces questions-là. Il y a un jeune homme qu'on a interviewé, à qui à un moment donné, qui d'ailleurs s'est engagé dans le mouvement des Gilets jaunes, qui nous parle de tout ça, etc., de son engagement, de son désengagement dans un deuxième temps, du fait d'avoir, selon lui, en fait, abdiqué, bref. Et donc il nous dit, mais en fait, moi je comprends que l'État ne s'occupe pas de nous. C'est normal, les ruraux, on est tellement peu nombreux. Évidemment qu'ils ne peuvent pas déployer des dispositifs suffisants, on n'est pas beaucoup. Et donc je lui dis, mais on n'est pas beaucoup, on est quand même un tiers des Français à vivre dans la ruralité. Et il me dit, ah bon, mais je ne savais pas, moi je pensais qu'on n'était vraiment pas beaucoup. Donc tous ces trucs-là, là où ça rebondit sur la question du mépris, c'est qu'en fait... le sentiment d'appartenance inné quand on part et qu'on est confronté à autre chose, mais tout le monde ne le peut pas forcément. Donc là, on va se dire, mais tout le monde ne le souhaite pas forcément. Et donc, j'en profite pour évidemment faire une parenthèse qui consiste à dire, évidemment, si on a envie de rester dans son territoire pour y faire des choses et que c'est parfait, très très bien. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'affrontera pas d'autres difficultés et qu'il n'y aura pas toujours le prix du carburant, qu'il n'y aura pas toujours, quand on a des enfants, le poids des kilomètres, le poids de la charge mentale et de la charge administrative avec 8 femmes sur
10 en ruralité qui estiment, ça c'est Emilia New qui travaille aussi pour la Fondation Jean Jaurès, mais qui estime devoir porter le poids des tâches administratives. Et évidemment, ces tâches-là, quand vous êtes dans la ruralité et que tout est plus loin ou que les horaires ne correspondent pas vos horaires de liberté, c'est plus compliqué, malgré certains dispositifs qui ont été créés, dont les maisons France Service. Mais on voit bien qu'il y a quand même un décalage entre, par exemple, les maisons France Service et le sentiment des ruraux d'y avoir accès ou non. Donc tout ça est évidemment très compliqué. En fait, ce qui est certain, c'est que ce sentiment d'appartenance, il se crée quand vous partez, et il se crée aussi, et c'est là où ça fait lien avec le mépris, face au regard des autres. Et ce regard des autres, alors là, si vous voulez, moi, je peux faire, je pense que je peux tenir pas mal d'heures là-dessus, parce que ça fait partie des obsessions pour nous chez Rura, et de la façon dont on a décidé volontairement, avec la direction du plaidoyer, de prioriser cette question de la déconstruction du regard urbano-centré, voire, disons-le, parisiano-centré de la ruralité. Je pense qu'on l'a tous vécu, on en a déjà parlé 1000 fois avec Jérémy, tu en parles aussi, Rose Lamy en parle dans son excellent livre À 100 ans beauf qui a paru il y a quelques mois. Enfin voilà, c'est un lieu commun, mais qui en fait manifestement n'est peut-être pas assez bien compris par les urbains, notamment CSP+, puisque ça continue à se reproduire. Mais ce sentiment d'être un plouc qui arrive à la capitale, qui s'habille pas comme il faudrait s'habiller, qui parle pas comme il faudrait parler, parce que peut-être il a un accent, qui n'achète pas la bonne marque de lunettes, qui n'a pas lu ce qu'il fallait lire, qui n'a pas vu ce qu'il fallait voir, etc. Ça reste et ça marque assez longtemps. Et à nouveau, dans ce même podcast, j'ai eu vraiment beaucoup de gens à mon micro, y compris qui étaient émus jusqu'aux larmes en racontant cette brûlure cuisante de l'arrivée à Paris, a fortiori quand on a envie de faire des études supérieures un peu sélectives, là où en gros se concentre, qu'on le veuille ou non, la majorité des jeunes plutôt favorisés du centre des grandes métropoles. Ou en tout cas, il faut un peu se battre pour faire sa place, ça marque. Et donc, ce sentiment de mépris, là où je veux en venir aussi, et peut-être qu'on pourra creuser, parce que pour moi, c'est très actuel, il y a un sentiment de mépris avec une logique de... les ploucs de la campagne. Et donc, je ne vais pas aller sur la question justement, pas tout de suite en tout cas, mais des tensions que ça peut faire naître, y compris sur le plan politique. Mais tu disais que c'était en tout cas ce que je ressentais. On a fait une grosse enquête qui est apparue avant l'été avec l'Institut, le think tank... Destin commun et 2 autres associations rurales qui s'appellent INSIT et Bouge ton coq, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Parole de campagne, donc, qui est vraiment très solide, très appuyé, très étayé, avec du quantitatif, des qualitatifs, beaucoup d'entretiens. 81% des ruraux disent qu'ils ont le sentiment de ne pas être compris, que leur mode de vie n'est pas compris, voire est méprisé par les urbains. 81%, plus de 8 sur 10. Donc ça veut dire, alors, d'aucuns diraient c'est du ressenti. Ok, mais en attendant, quand on a une rage dedans, c'est du ressenti, et pour autant, on a mal. Et ça peut avoir des conséquences. Mais ça, on y reviendra après, parce que, et moi, par rapport à l'ère du temps, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que pour moi, dans les aspects qui sont agaçants, il y a aussi bien, et éventuellement dérangeants, il y a aussi bien, évidemment, ce côté méprisant de « on n'est jamais à la hauteur », le côté un peu essentialisant qui va peser notamment sur les femmes et les jeunes femmes, mi-Bécassine, mi-Boucle d'Or, mi-Manon des Sources, en gros, et où, moi, personnellement, j'ai dû vraiment, pendant des années, m'excuser de mettre des chaussures à talons parce que, je ne vais pas dire qu'on me demandait où étaient mes bottes de pluie, mais vraiment, il y avait une forme de surprise à voir, manifestement, une rurale qui, en plus, portait haut les couleurs de la ruralité et qui mettait du rouge à lèvres et des chaussures à talons. Je voyais bien que ça dérangeait et que je devais me justifier de ça. Il y a tout un tas de clichés comme ça qu'il faut continuer à déconstruire, et je pense que j'ai aussi peut-être décidé d'assumer plus, justement, parce que si je ne le fais pas moi, après tout, qui le fera. Mais ce que je veux dire peut-être en conclusion, c'est que pour moi, c'est aussi essentialisant et donc dérangeant l'espèce de cliché du genre sur la ruralité qui fait porter sur elle des dimensions authentiques. Voilà, les ruraux, ils ont les mains dans la terre, ils comprennent le rythme des saisons, ils vivent avec les champignons, ils ont mieux compris la vie, et puis ils ont ralenti, c'est eux qui sont dans le vrai. Et je pense que ça dérange autant les ruraux, cette vision-là,
que les autres visions, et que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, pour faire un jeu de mots pas très marrant. Et ça peut avoir, encore une fois, des conséquences dans la compréhension de ces territoires-là. Parce que les territoires ruraux, bien sûr, c'est ça, mais c'est plein d'autres choses. Et les habitants des territoires ruraux ne vont pas tous chercher des champignons le week-end, c'est pas vrai. Pauline Salomé disait, quand issu des territoires, on arrive à Paris, on est perçu comme un plouc. Est-ce que, quand on revient sur son territoire d'origine, on est perçu du coup comme un Parisien, et par rapport aux gens toi que tu as rencontrés, par rapport peut-être aussi à l'expérience que tu as vécue de retour à Dunkerque, est-ce que du coup, le truc s'inverse, est-ce que là, à ce moment-là, parce que ça fait partie aussi des questions que je voulais te poser, mais je te la poserai après, quelles sont les difficultés aussi qu'on doit affronter quand on revient sur son territoire d'origine après 10 ou 15 ans, entre guillemets, d'absence, et je mets entre guillemets évidemment, mais cette perception-là de c'est le Parisien qui revient finalement parce que un peu déclassé, ou parce que simplement ça y est, il a fait sa vie, il revient aux sources. Est-ce que ça, c'est un élément que tu as vu, perçu personnellement toi, et aussi dans ton enquête et dans ton livre? Oui, en fait, je pense que ce que ça soulève comme question, et qui est pas tout à fait, enfin, qui est assez corrélé à la question précédente du mépris, c'est quel regard on porte sur la mobilité ou la non-mobilité. Et moi, c'est ça qui est beaucoup ressorti dans les entretiens, c'est que finalement, nous, on a grandi dans une époque qui glorifie en fait cet idéal mobilitaire, c'est-à-dire que partir, c'est réussir, et donc bouger, c'est associé à une prise de risque, à une forme d'audace, l'envie d'aller voir ailleurs, c'est toujours plutôt valorisé. Et à l'inverse, celles et ceux qui restent, parce qu'il y a aussi, et tu l'as souligné, mais je pense que c'est quand même important de le redire, il y a aussi des jeunes qui choisissent de rester sur leur territoire pour plein de raisons, notamment parce qu'ils y sont attachés, on l'a dit, à l'environnement, à leur paysage, etc., mais surtout aux gens qui les entourent. Et donc, ils ont plein de sociabilité, leurs familles, leurs amis, les jeunes, leurs amis du club de sport, c'est des sociabilités qui sont très structurantes dans leur vie, et donc ils n'ont pas envie de s'arracher à ces sociabilités-là. Or, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on a tendance à dévaloriser un peu en creux ces choix-là et ces parcours. Et donc, par extension, le fait de choisir de revenir, ça peut être perçu comme un retour en arrière. Un peu du coup, tu reviens à la case départ, ça veut dire que tu as échoué, entre guillemets. Et alors, je dis le regard des gens. Précisément, un peu des parents. Moi, ce dont on m'a beaucoup parlé, c'est ça, c'est que des parents qui avaient beaucoup investi, notamment dans le rapport aux études, parce que pour eux, le fait de faire des études supérieures, c'était avoir accès à une forme d'émancipation. Du coup, de voir revenir leurs enfants devenus trentenaires dans leur territoire, il pouvait y avoir une crainte de ce sentiment de déclassement, puisqu'on associe la mobilité, et a fortiori Paris, à la réussite. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Pour revenir aussi peut-être sur ce que tu disais auparavant, Salomé, moi, j'ai pas spécialement... Enfin, comment dire, c'est pas que j'ai senti une conscience d'appartenance territoriale, parce que faut quand même jamais oublier qu'il y a aussi une grille de lecture de classe sociale qui se croise avec cette classe géographique, qui est, je pense, encore plus forte que la question de l'appartenance au territoire. Dans les territoires ruraux, il y a aussi une petite bourgeoisie, il y a aussi... Et donc, on se sent aussi appartenir... Quand on se pense... quand on est dans les yeux des autres, les ploucs, c'est aussi aux yeux de gens plus bourgeois que soi. Ça n'est pas juste aux yeux des Parisiens. Ça peut être aussi des bourgeois de la métropole d'à côté ou de la ville moyenne d'à côté. Donc je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que ces deux grilles de lecture se croisent, la grille de lecture de classe et la grille de lecture territoriale. Même si effectivement, je te rejoins sur le fait qu'il y a des expériences communes, notamment sur le rapport à la mobilité. Là, je parle pas entre régions, mais la mobilité sur les formes de déplacement, nos transports en commun, la dépendance à la voiture, notre rapport à la route. On passe du temps sur la route, on passe du temps dans notre voiture, on connaît
tous et toutes quelqu'un qui a perdu la vie sur la route. Et ça, vous interrogez n'importe quel lycéen, c'est sûr qu'il vous dira qu'il connaît quelqu'un, un ami, un voisin, un cousin. Ça fait partie de notre quotidien. Donc, je suis d'accord, il y a des choses très structurantes, mais voilà, toujours avoir en tête que l'appartenance à la classe aussi, forcément, structure son identité et son sentiment d'appartenance. Et du coup, pour revenir sur ta question, Jérémy, quand on revient, oui, on est un peu le Parisien ou la Parisienne. Parce que, on l'a dit un peu en introduction, on l'a mentionné, Paris, en fait, recèle encore un pouvoir tellement symbolique, comment dire, y compris de répulsion d'ailleurs. Exactement. Il y a aussi des gens qui choisissent de rester dans leur coin parce que pour eux, et ils l'affirment, la grande ville, ce n'est pas pour eux. Ils ne se voient pas vivre dans ces métropoles-là. Et Paris, c'est vraiment je crois que d'ailleurs c'est un sous-titre d'un de mes chapitres, c'est entre attraction et répulsion. Il y a un truc de à la fois j'ai envie et en même temps je rejette, parce que tous les récits aussi que j'ai entendus, ville dense, ville chère, mais d'ailleurs ce n'est pas des récits, c'est la réalité, peut jouer beaucoup dans ce rapport à la métropole. Enfin, en tout cas, quand vous revenez, la spécificité de ceux qui reviennent, c'est qu'ils sont entre deux eaux. Un peu comme ceux qui reviennent au pays quand ils ont vécu une situation d'exil. Alors, je m'arrête là sur la comparaison parce ça peut être un peu tiré par les cheveux, mais il y a quand même ce sentiment d'appartenir à deux mondes et de naviguer entre plusieurs mondes, l'endroit d'où l'on vient, peut-être de la classe sociale qu'on a quittée pour en s'en rapprocher d'une autre, du territoire d'où l'on vient et Paris, parce que factuellement, ce sont aussi des modes de vie différents. On a juste cité la question des transports et de l'accessibilité des transports, ça n'a rien à voir. Les pratiques socio-culturelles aussi diffèrent, les modes de consommation, tout ça, il y a beaucoup de nuances. Et donc, quand on revient, on a vraiment le sentiment d'être dans les yeux de ceux qui sont restés, on est le Parisien, mais pour ses copains parisiens, si tant est qu'il y en a vraiment des Parisiens pure souche, on était toujours le provincial ou l'improvincial. Donc ce sentiment d'être entre deux eaux, c'est ce dont on m'a beaucoup parlé. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les personnes qui sont revenues dans leur territoire le perçoivent plutôt comme une richesse, comme une force, parce que justement, parce qu'ils sont du coin, ils bénéficient quand même d'une espèce un peu de capital confiance. C'est-à-dire que il y a tellement eu de personnes qui sont arrivées dans les territoires ruraux, et tu mentionnais tout à l'heure le post-Covid, on a beaucoup parlé de ces gens qui arrivaient vivre dans des petites villes ou dans les ruralités. Et parfois, l'intégration s'est plus ou moins bien passée. On a beaucoup lu sur le phénomène des néo-ruraux, et souvent avec beaucoup d'ironie, des gens qui s'intégraient pas finalement parce qu'en fait ils voulaient garder leur mode de vie parisien. Et ceux qui reviennent, on pourrait penser eux aussi finalement, comme ils sont parisiens d'adoption maintenant, ils vont aussi parfois faire preuve de maladresse, etc. Sauf que ils bénéficient d'un avantage, c'est qu'ils connaissent le coin, ils connaissent les codes, et bien souvent, ils ont encore des attaches très fortes. Sinon, ils ne seraient pas revenus. Donc, on sait qui vous êtes, et c'est vrai que ça peut faciliter la réintégration, notamment sur le marché de l'emploi. C'est plus simple de trouver un boulot quand vous revenez dans votre région d'origine, parce que vous connaissez encore des gens, vous pouvez activer l'interconnaissance. Alors, ce qu'en sociologie on appelle le capital d'autochtonie, mais qui est hyper puissant dans les petites villes. On a un rapport à l'anonymat très ambivalent et très faible. Tout le monde vous connaît, généralement. Enfin, en tout cas, tout le monde se connaît. Et ça facilite, par exemple, le fait de trouver du travail ou de trouver un appartement, une maison. On passe en dessous des process. Par exemple, typiquement pour trouver un appartement ou une maison. Il y a plein de choses qui se font sous le manteau. C'est même pas. Je sais qu'un tel loue son appart. Enfin, c'est vraiment de l'interconnaissance. De bricole, de coopération. Exactement, de solidarité, de systèmes de solidarité qui se mettent en route. Et c'est vrai que quand on revient, on bénéficie peut-être
plus rapidement de cette interconnaissance-là que celui ou celle qui arrive et qui doit prendre le temps de s'intégrer, de se faire des amis, un réseau. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une différence et un peu un avantage. Et aussi, aux yeux de ceux qui sont restés, on est aussi l'entre-deux. C'est-à-dire que moi, par exemple, je parle beaucoup des amis d'enfance parce que celles et ceux qui sont revenus dans leur coin, souvent, ont gardé des attaches assez fortes avec des jeunes qu'ils avaient quittés à l'adolescence. Et quand les trajectoires se sont opposées comme ça, il y a une forme de... On sait qu'on est différent, on sait qu'on n'a pas eu le même parcours scolaire, qu'on n'a pas les mêmes visions du monde, qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques parfois. Et en même temps, on arrive encore à se parler, on arrive à se comprendre, on arrive à rire parfois des mêmes choses, on arrive à avoir de l'autodérision sur nos parcours respectifs. Et c'est ça qui lie les gens encore. Et moi, c'est ça qui m'intéressait dans cette enquête. C'était plutôt que de toujours chercher à opposer urbains, ruraux, parisiens, ruraux, en fait, à alimenter ce discours de la fracture territoriale qu'on entend, on est saturés tous de ça. J'ai essayé de comprendre ce qui liait les gens, ce qui les reliait encore. Donc, d'où la question des amis d'enfance, par exemple. Mais là, je divague. Alors, tu l'as évoqué d'un mot, l'un des points communs, l'un des sujets communs, il y en a plusieurs, on va essayer d'en aborder quelques-uns avant de donner la parole à la salle, mais l'un de ces sujets communs, c'est évidemment le travail. Et là, dans vos 2 livres, il y a plusieurs, finalement, expériences possibles du travail quand on revient. Et Salomé, j'aimerais t'interroger là-dessus parce que toi, tu as décidé de pointer, en tout cas de mettre en lumière, plutôt l'expérience de la désillusion, c'est-à-dire la tentative d'une femme qui quitte la Défense pour venir s'installer seule dans un territoire rural, qui essaie de changer de vie et donc de monter une chambre d'hôte et qui finalement tombe dans une forme effectivement de désillusion, qui est un discours effectivement qu'on entend souvent. L'autre expérience, t'en parles toi beaucoup Pauline dans ton livre, c'est l'expérience de la double vie. Le télétravail me permet finalement de garder la double vie. Est-ce que ça c'est un cliché? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est réel? Troisième expérience possible, et Pauline t'en parle notamment dans ton livre, c'est un rapport au travail totalement différent lorsque je reviens, lorsque je quitte la grande ville, rapport au travail plus distant. Et en gros, et ça tu le dis très bien, et je t'interrogerai aussi tout à l'heure dessus, quand on revient dans un territoire rural, on se définit beaucoup moins par rapport à son travail qu'en ville. En gros, la question qu'on nous pose ici tout le temps pour connaître finalement notre carte d'identité, c'est « et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Toi, ta thèse, c'est que quand on retourne dans un territoire autre que Paris, autre qu'une grande métropole, ce sujet-là du travail comme élément identitaire est beaucoup moins présent. Mais Salomé, peut-être sur le travail, pourquoi toi avoir décidé de mettre la focale sur attention, le retour ou l'exil par rapport au travail peut être source de grandes désillusions? C'est comme si tu alertais les individus qui voulaient le faire et qui en fait vont se casser les dents. Non, je ne me permettrai pas, mais peut-être avant de rebondir directement là-dessus, sur la question sociale dans ces territoires économiques et sociales, c'est évident que c'est, comme tu le dis, très profondément imbriqué. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, on a réduit la question territoriale à une question économique et sociale. On l'a lu uniquement par ce prisme et à travers ce prisme. Et donc, évidemment, c'est imbriqué. Évidemment, il y a une écrasante majorité des habitants dans ces territoires-là qui sont employés, ouvriers. Et, on pourrait donner tout un tas de chiffres qui montrent bien que la question est sociale. Mais en fait, il y a des effets de lieu qui ont des conséquences sur les individus dans ces territoires-là. Et c'est bien de regarder aussi l'impact de ces effets de lieu et à quel point il peut y avoir, dans certains cas, des paramètres supplémentaires, en réalité, qui s'ajoutent parce qu'on est dans la ruralité. Et donc, nous, encore une fois, on le voit dans toutes nos études. Par exemple, à catégorie socio-professionnelle équivalente, les ruraux vont toujours faire moins d'études supérieures, moins d'études longues que les urbains. CSP- urbain versus CSP- ruraux, CSP+ urbain versus CSP+ ruraux. Ce qui veut dire que même la petite bourgeoisie locale, qui est très relative dans des villages très très ruraux par ailleurs,
Évidemment, par exemple, à Dunkerque, et c'est là où d'ailleurs, parfois quand on revient aussi plutôt, et d'ailleurs c'est plutôt le mouvement général, vers une banlieue pas trop éloignée d'une grande métropole, ou vers une ville moyenne où il y a évidemment plus de travail, très concrètement. Mais donc, on voit bien que cette question-là, il faut aussi la regarder, et ces conséquences-là, les regarder sans leurre, parce que encore une fois tout ça, se leurrer sur ces questions et donner non pas une trop grande place à la question économique et sociale, mais passer à côté de la question des effets de lieu et de la ruralité qui peut être exhausteur d'inégalités, c'est passer, je pense, à côté de la possibilité de trouver des solutions concrètes pour justement lutter contre ces fractures territoriales. Je remarque aussi que quand on parle de fractures, j'entends parfaitement mais bon, ça c'est peut-être mon côté entrepreneur social et porteur de projets associatifs, peut-être plus que essayiste ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, quand on parle aux ruraux des inégalités territoriales, il y en a personne ne dit mais non, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de fracture, il faut arrêter d'opposer les territoires, etc. C'est quand même, en tout cas, les gens voient ce dont on parle, et ils le vivent et ils le sentent, et après ils peuvent dire on s'en fout, et notamment on s'en fout des Parisiens. Ça c'est des éléments que montre très bien Benoît Coquart par exemple dans ses travaux, c'est-à-dire que les ruraux ils peuvent avoir une vie très riche, très dense, et notamment quand ils sont éloignés des grandes métropoles, ils s'en fichent, ils sont pas tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui se passe à Paris, qu'est-ce qui se passe dans les grandes métropoles, c'est pas vrai. Mais en revanche les fractures elles sont ressenties et vécues souvent de manière criante, quoi. Et aussi, et c'est en lien avec ta question par rapport à pourquoi avoir choisi justement ce regard un peu désenchanté. Mais en fait, ce que je trouve intéressant aussi dans le livre de Pauline et dans ce que ça montre des solutions à chercher, à mon sens, pour lutter contre ces fractures sur les questions de jeunesse, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les gens que tu interroges partent ? C'est notamment pour aller se former. Et après, pourquoi ils reviennent ? C'est parce qu'ils l'ont choisi. C'est cette question du choix. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ces gens sont aussi plus forts quand ils reviennent ? C'est parce que dans une grande part des cas, ils l'ont choisi. Et en fait, nous, c'est ça notre obsession chez Rura, et en fait, le livre le montre aussi, c'est faire en sorte que les habitants des territoires ruraux puissent avoir le choix de rester dans de bonnes conditions s'ils en ont envie, de partir et qu'on leur fiche la paix s'ils ont envie de partir, et qu'on ne fasse pas peser sur leurs épaules un sentiment de trahison vis-à-vis de leurs proches, de leurs parents, de leurs amis, de leur territoire. Enfin, on n'est pas lié à son territoire, on n'a pas d'obligation morale de participer aux dynamiques de son territoire, et c'est un exemple que je donne parfois, mais un jeune Parisien, on lui dit jamais reste à Paris pour participer aux dynamiques de la vie parisienne. Un jeune Parisien, il a un terrain de jeu et d'expérimentation qui est absolu. S'il veut aller dans la Drôme ou dans le Perche, il peut le faire. S'il veut aller à Marseille ou à Bordeaux, il peut le faire. S'il veut rester à Paris, il peut le faire. Et s'il veut aller à Singapour, potentiellement, il peut le faire. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on ferait peser en plus sur les épaules des jeunes ruraux qui ont déjà quand même des défis réel à surmonter. Donc voilà, mais la question du choix, et c'est ça qui rend les gens forts, plus forts, et plus maîtres évidemment de leur destin. Donc c'est ça qu'il faut aller décortiquer pour faire en sorte que les habitants de ces territoires, et notamment les jeunes de ces territoires, aient le choix de décider de leur avenir de la même façon, ni plus ni moins qu'un jeune urbain. Et en fait, là où je trouve qu'il faut se méfier peut-être un peu, et je me méfie de moi-même, y compris en écrivant, mais c'est que nous tous qui écrivons sur ces sujets, en fait, ce qui est compliqué, c'est que on a le meilleur des deux mondes. C'est là où c'est un peu traître et où il faut faire hyper gaffe. C'est-à-dire que pour peu qu'on ait un attachement en province par nos parents, par nos amis, par une résidence secondaire à Noirmoutier, pour peu qu'on ait envie de rester, de revenir, mais qu'on ait été se former ailleurs et qu'on ait, grâce à un capital d'autochtonie qui revient, etc., réussi à trouver un job, pour peu qu'on puisse télétravailler et qu'on ait de quoi se payer le train, mais tout va bien. Évidemment qu'on peut aller parler de l'authenticité, du fait de se ressourcer à la campagne et en même temps aller profiter des opportunités culturelles. Et si on a envie, quand nos enfants sont adolescents, les envoyer faire des études dans un lycée ou des études supérieures à Paris. Et donc c'est ça que je trouve hyper compliqué, mais encore une fois, je le reconnais humblement. Je me méfie aussi de moi-même parce qu'aujourd'hui, je fais partie, par la force des choses, des gens qui, j'ai habité 18 ans à la campagne. Vous allez savoir mon âge, ça fait 18 ans que j'habite à Paris.
Suis-je encore rurale ? Oui. Et ça fait partie des choses d'ailleurs que j'essaie de dire dans le livre, notamment à travers le personnage d'Ophélie, qui est un personnage qui revient après être partie, après avoir vécu à Paris, après avoir été amoureuse à Paris, s'être sentie humiliée à Paris, avoir conquis la ville, avoir eu un enfant et finalement rentrer chez elle avec son enfant sous le bras. Mais en fait, elle est encore rurale. Et ça, je trouve que c'est hyper fort de le dire. Et justement, ça va aussi dans le sens de ce que tu décris très bien sur ce sentiment d'appartenance. C'est que on a beau... Et ça, j'ai eu des échanges passionnants avec Raphaël Lorca, qui publie aussi ici, qui a grandi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc assez loin, et bien déterminé par une question de kilomètres, mais qui en parlait très peu et qui commence à en parler, et qui dit j'ai voulu devenir plus parisien que les Parisiens. Je grattais les mètres carrés, 7 mètres carrés, 12 mètres carrés, 17 mètres carrés, 25 mètres carrés. Je voulais, quand je suis arrivée à Paris, avoir la vue sur la Tour Eiffel parce que c'était tellement parisien et ça n'avait aucun sens parce que du coup c'était 6 mètres carrés. Et finalement d'ailleurs il en part, mais il se sent toujours, enfin, on est, et ça, ce sentiment-là, il faut le dire. Et donc, cette fameuse Sophie, qui a 50 ans et qui, après un divorce compliqué et après toute une vie à Courbevoie, décide d'aller s'installer à la campagne, dans l'Allier. Elle se retrouve confrontée à ce que j'ai pu entendre plein d'élus locaux raconter un peu en rigolant autour de cette histoire de revanche des campagnes post-coronavirus, quand ils disaient « Mais allez-y, qu'ils viennent passer un hiver dans le Morvan, vos petits amis parisiens, vous verrez s'ils vont rester. » Et eux-mêmes ne disaient pas « Ils vont adorer chez nous, hein ». Et ils disaient pas ça va être l'éclate et ils vont vouloir rester. Ils disaient ça va être génial, ça peut créer de l'emploi, il faut qu'on les accueille, etc. Mais putain, il fait froid l'hiver, quoi. Et par ailleurs, l'emploi, peut-être qu'il est pas là. D'ailleurs, autre truc que Benoît Coquart montre très bien, pour les jeunes femmes, quand elles partent de la ruralité, pour se former ailleurs et qu'elles ont envie de revenir, t'en parlais sur le sentiment de déclassement et sur la question du travail, elles ont envie de revenir, elles ne sont pas toujours très bien accueillies, ou en tout cas les autres ont avancé. Benoît Coquart, il dit ça très bien, il dit que les femmes, les jeunes femmes qu'il a interrogées disent en fait on nous zappe quand on part. La vie ne s'est pas arrêtée pendant leur absence pour aller se former. Elles ont un niveau de diplôme tel que elles peuvent prétendre à des emplois, par exemple de cadre, etc. Et elles reviennent et il y a un décalage entre les postes auxquels elles peuvent prétendre et potentiellement l'emploi disponible. Et ça, c'est là où on voit, et sans faire de plan catastrophiste, mais à quel point ça peut avoir des effets en chaîne. Parce que vous êtes une jeune femme, on sait à quel point est-ce que déjà les femmes, ça a aussi des conséquences, par exemple si elles ont le sentiment que leur emploi n'est pas assez qualifié ou pas assez satisfaisant par rapport au temps qu'elles vont passer dans les transports, par rapport au niveau de diplôme qu'elles ont et par rapport à toute la charge mentale qu'elles vont porter quand elles auront une famille. Si en plus, quand elles retournent dans leur territoire d'origine, elles ont un emploi pas très bien payé, qu'elles doivent dépenser 528 € par mois dans les transports, comme c'est le cas jusqu'à 29 ans pour les jeunes ruraux, et qu'ensuite elles doivent emmener leurs enfants à la crèche, emmener les enfants à l'école, emmener les enfants au judo, aller faire les démarches de services administratifs qui sont loin de chez elles, etc. Potentiellement, elles vont prendre un mi-temps ou elles vont arrêter de travailler. Et ça, il y a une écrasante part de rurales qui ont, plus de la moitié, qui ont un emploi précaire. Donc ça, il faut le dire aussi. Et encore une fois, le dire, c'est pas faire preuve de misérabilisme. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'ai vraiment essayé de bien montrer, j'espère, l'attachement viscéral, physique, sensoriel qu'on a à un territoire rural quand on y grandit. Le rapport entre deux jeunes filles, avec Mathilde, entre deux jeunes filles meilleures amies à 18 ans, quand il y en a une qui va partir et l'autre qui va rester. Le rapport aux relations amoureuses, quand on a 14-15 ans et qu'on est amoureuse pour la première fois, singulièrement d'une fille, dans la ruralité, et qu'est-ce que ça veut dire, et comment ça se construit, et voilà. Le rapport, effectivement, aussi à la sensualité, aux lieux, aux étangs. Je parle beaucoup des étangs, mais parce qu'on allait beaucoup se baigner, effectivement, les week-ends dans l'Allier, à l'étang de Pirot, etc. Mais en même temps, de regarder les défis concrets que ça pose sans être béni oui, quoi. Toi, Pauline, sur la question du travail, ce qui est vraiment frappant dans l'enquête que tu as menée, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler, et tu connais ces sujets par cœur parce que c'est ton métier, c'est la relativisation de la place du travail, vraiment dans la vie des gens qui reviennent justement sur leur territoire d'origine. C'est-à-dire que subitement, ils se rendent compte que ce qui fait statut, c'est non pas la fonction professionnelle, non pas le titre, et j'aime bien quand tu parles de
tous ces gens à Paris qui veulent absolument le titre de directeur, qui est quelque chose effectivement de très présent et de très important dans les rapports professionnels. Toi, tu dis, pour les jeunes qui rentrent, en tout cas dans leur territoire d'origine, c'est pas du tout ça qui fait statut. Ce qui fait statut, c'est le nombre d'engagements que vous allez avoir dans des assos, le nombre de mandats potentiellement que vous allez avoir dans tel ou tel interco, vraiment relativisation de la place du travail. Est-ce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, pour le coup, les gens que tu as vus décider justement de partir et rentrer, justement, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles ils sont partis? C'est-à-dire pour que mon travail soit un peu secondaire dans ma vie de tous les jours, parce que c'est un thème qui est beaucoup revenu, notamment depuis le Covid. Relativisation de la place du travail. Alors, c'est pas tant la place du travail que la place de la carrière. Je mets une toute petite nuance parce que on travaille beaucoup aussi dans ces villes, dans ces petites villes, dans les ruralités, parce que parfois, on alimente aussi une espèce d'opposition à métropole, aux dynamiques de la métropole, et donc on courrait partout. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, Salomé, et donc dans les campagnes, on viendrait ralentir. Bah non, je veux dire, les femmes qui sont aides-soignantes ou infirmières libérales et qui sont dans leur bagnole de 5h30 à 19h, elles ne ralentissent pas. Elles ont des rythmes de travail extrêmement denses, extrêmement intenses. Donc, faut aussi se méfier parfois de ces oppositions métropole, on va vite, et la ruralité, c'est tranquille et on écoute les petits oiseaux. Pas du tout. En plus... Dans les territoires, moi, dans lesquels j'ai mené l'enquête, effectivement, il y a une surreprésentation des emplois contraints, c'est-à-dire donc ouvrier, employé. Mais emploi contraint, ça veut surtout dire je n'ai pas la main sur mon agenda, sur le rythme en fait de mes journées. J'ai des emplois du temps à trous, par exemple, et ça conditionne énormément votre rapport au travail. Donc le travail est important, et globalement il est important pour tous les Français et Françaises, parisiens ou provinciaux. C'est toutes les études le montrent depuis 30 ans. On a quand même un rapport au travail très spécifique, nous Français. Là j'utilise le terme national, comparativement par exemple à des pays étrangers où la place de ce que vous faites compte un peu moins que voilà, vos engagements associatifs, etc. Par exemple dans les pays anglo-saxons. Maintenant, c'est vrai que si on regarde un peu plus précisément les choses, ce qu'ont m'ont raconté les gens qui sont rentrés, et effectivement qui ont choisi de rentrer, tu le précises, et c'est très important, choisir de rentrer, c'est pas du tout la même chose que d'y être contraint. Et ils et elles se sont rendus compte que la place de la carrière prenait moins de place, au sens où... ça venait en fait questionner leur rapport à la réussite. Je le disais tout à l'heure, on a toute une génération grandi avec cette idée que partir c'était réussir, mais c'était aussi l'idée de gravir les échelons et d'avoir des jobs prenants, courir derrière les responsabilités. Et en fait, on est nombreux et nombreuses, et ça, quel que soit le territoire que l'on habite, à se rendre compte que finalement, est-ce que c'est vraiment ça, réussir sa vie? Est-ce que c'est avoir un greedy job, comme on dit en anglais, très, très prenant en termes d'horaire? Ou est-ce que c'est avoir un peu plus de temps pour s'occuper de sa famille, de ses proches, et potentiellement prendre des engagements associatifs ou citoyens? Et en fait, ces questions, ce qu'ont me raconté mes enquêtés, c'était non mais vous découvrez l'eau tiède, vous à Paris, nous, en fait, ça fait 15 ans que l'équilibre vie pro vie perso, c'est hyper important pour nous, mais parce que effectivement, la question du statut, ou en tout cas qui vous êtes, votre investissement dans ce qu'on appelle les cercles de sociabilité multiples est beaucoup plus important que dans les métropoles où fatalement, vous allez passer beaucoup de temps au travail, et donc c'est ce qui va ça structure votre identité très très fortement. Et puis vous avez tendance dans les métropoles à fréquenter des gens qui sont de votre milieu professionnel, puisqu'il y en a, il y en a beaucoup qui ont fait les mêmes études que vous, qui sont dans les mêmes milieux. Donc il y a une forme d'homogamie sociale très très forte qui existe aussi dans les ruralités, mais
qui est moins simple. Je veux dire, typiquement, des consultants qui reviennent vivre dans la Nièvre, il n'y en a pas 50 000 autour d'eux, des consultants indépendants. Donc, de fait, ils se lient d'amitié et ils s'investissent dans des cercles de sociabilité où c'est pas ça qui va... ils vont pas se reconnaître dans ce métier. C'est pas ça qui compte. Donc, ils vont se reconnaître dans quoi ? Eh bien... dans la passion d'un sport, par exemple, et le fait d'être engagé dans un club de foot, d'organiser le tournoi de hand ou de basket ou que sais-je, ou dans l'association des parents d'élèves, ou dans les fêtes locales, les traditions locales. Alors évidemment, chez moi, c'est le carnaval, par exemple, mais je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà venus à Dunkerque, mais ça prend une place... importante, non seulement en termes de temps, ça dure environ 3 mois, mais aussi dans les sociabilités locales. C'est-à-dire que vraiment, si vous êtes dans telle ou telle confrérie du carnaval, on sait vous situer et peu importe finalement le métier que vous faites. Enfin, on le sait, mais c'est pas tant ça qui compte. Et donc, il y a quand même aussi une histoire de brassage de gens qui ont des professions différentes. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant de questionner la place de la carrière et en tout cas du statut social dans les ruralités et dans ces petites villes. Et aussi, une chose dont on m'a beaucoup parlé, c'est cette question de la respectabilité. C'est-à-dire que ce qui compte, nous, dans nos petites villes, dans nos petites communes, c'est d'apparaître aux yeux des voisins, aux yeux des gens, comme quelqu'un de fiable, comme quelqu'un sur qui on peut compter. Pourquoi ? Évidemment, on est dans des petites communes, donc on se connaît, on sait que nos réputations nous suivent pour longtemps, et donc au travail, on a intérêt à faire bonne figure. Et ça, tous les sociologues qui ont travaillé sur les ruralités le pointaient déjà. La question de la respectabilité, elle est hyper importante. Et donc, on me disait, moi, des Parisiens qui revenaient me disaient, c'est marrant parce qu'à Paris, c'était pas tant la question de la fiabilité qui comptait, c'était vraiment vos diplômes, si vous saviez bien vous exprimer en public ou pas. On m'avait dit, à Paris, par exemple, j'entends souvent le terme de « il ou elle est brillante ». Moi, à Dunkerque, j'ai jamais entendu quelqu'un dire il ou elle est brillante. Enfin, on s'en fout qu'elle brille ou pas. Enfin, ce qui compte, c'est qu'elle soit là, qu'elle fasse son taf, qu'on puisse se compter sur elle s'il y a un coup de bourre, etc. Et je trouvais que c'était intéressant parce que ça disait quelque chose aussi de la manière dont on se raconte. On est tout le temps en train de se raconter via son travail, alors que moi, les gens que j'ai rencontrés, soit qui sont restés ou qui sont revenus et qui ont choisi de prendre un emploi en local, disaient voilà, ce qui compte, c'est de bien faire ton boulot et de montrer que tu peux qu'on peut compter sur toi. Donc, la valeur de la fiabilité, du sens de l'effort et du travail accompli sont des valeurs très structurantes dans la vie, des ruralités et des petites communes, je pense, peut-être plus fortement qu'en métropole, là où on va plus vouloir faire savoir ce que l'on fait plutôt que le faire, tout simplement. Effectivement, ajouter au côté sobriété, taiseux, qu'on retrouve bien d'ailleurs dans l'une de tes nouvelles, Salomé, chez l'un des personnages. Peut-être avant de donner la parole à la salle, juste j'aimerais vous interroger sur une catégorie importante qui revient à la fois dans ton livre, Pauline, et aussi dans ton livre, Salomé. Et d'ailleurs, c'est pas du tout par hasard si les 6 femmes dont tu parles sont des femmes seules, à différents égards et à différents endroits. Mais cet objet, cette catégorie sociale dont je voulais parler, c'est la femme seule avec enfant. Parce que la femme seule avec enfant est vraiment, je dirais presque, le symbole de ce qui se passe dans les territoires ruraux, du sentiment effectivement précaire de certaines femmes dans ces territoires. Presque la femme seule avec enfant incarne l'intégralité des problématiques de ces territoires-là. Et d'ailleurs, pas du tout anodin que, au moment des Gilets jaunes, il y avait beaucoup dans les ronds-points de femmes seules avec enfants. C'était presque effectivement l'élément, je dirais, iconique, terme que tout le monde utilise maintenant, mais presque l'élément iconique en effet de ce mouvement. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles tu as décidé, toi, de prendre finalement 6 femmes aussi. Mais parce que le choix de prendre des femmes seules, effectivement, est pas du tout anodin. Donc, peut-être un mot, toutes les deux, sur femmes seules avec enfants, comme objet politique. Alors, non identifié, ça serait injuste parce que c'est pas vrai, il est plus non identifié, mais peut-être pas encore suffisamment traité dans les politiques publiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, notamment dans la ruralité.
Alors c'est marrant que tu dises que c'est beaucoup des femmes seules parce que je pense que je m'en étais pas forcément rendu compte en l'écrivant, de la même manière qu'une journaliste m'a fait remarquer la semaine dernière que 4 des portraits sur 6 étaient écrits à la première personne et que c'était systématiquement les femmes qui venaient d'un territoire rural et que celles qui arrivaient en venant d'une grande métropole ou qui ne faisaient que passer par là, je les avais écrites à la 3e personne. Donc ça n'est sans doute pas un hasard et je ne m'en étais évidemment pas rendu compte. C'est pas un effet de style ou c'est pas voulu. En fait, alors ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est un sujet qui me marque, y compris à titre personnel, parce que ma mère a été une femme seule avec enfant quand j'étais petite dans l'Allier. Et qu'en fait, quand on est arrivé là-bas, j'avais quelques mois, c'était là où la maison de ma grand-mère, de mes arrière-grands-parents, enfin une maison qui est dans la famille depuis très très longtemps. Mais elle était seule avec moi et je pense que ça m'a marqué comme effectivement quelque chose qui n'était pas facile, à la fois en termes réputationnels. Alors en plus, elle ne venait pas de là. Il y avait un ancrage, mais elle ne revenait pas, elle débarquait. Et sur toutes les questions, c'est là où à nouveau tout ça est social, économique, et on revoit la question du poids des kilomètres. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, je m'avance peut-être, mais je dirais qu'une femme seule avec enfant dans une grande métropole, c'est assez sexy, en tout cas ça peut l'être. C'est-à-dire que, en tout cas moi si j'étais seule avec enfant à Paris, je l'assumerais comme quelque chose de très sexy et qui peut permettre de tirer profit des opportunités du célibat dans une grande métropole, appli de rencontres, sorties, on revoit des amis, on bouge, a fortiori si on a un capital économique qui fait qu'on peut saisir les opportunités. Et pour en parler avec plusieurs amis qui sont dans cette situation, on voit bien que c'est potentiellement une forme de renouveau et que ça peut être fort et pas que d'un point de vue négatif. À la campagne, ça ne veut pas dire que c'est forcément sinistre et on peut avoir choisi d'être seul avec 1, 2 ou 3 enfants, mais ça veut dire que la logistique, qui déjà était difficile pour une femme avec un mari ou une femme, et à nouveau renforcée. C'est là où on revient à cette idée et à ce concept qu'on a fait émerger avec dans l'étude dont je vous parlais, Paroles de campagne, de malus rural. Ça veut dire que c'est pas impossible, mais en fait, vous êtes une femme seule avec enfant et vous devez aller déposer votre enfant, alors au ramassage scolaire potentiellement, qui n'est pas juste à côté de chez vous, ou vous devez aller faire toutes les démarches, ou vous devez les amener à des activités extrascolaires. Tu parlais à l'instant à raison des lieux de sociabilité, de l'engagement associatif, de à quel point ça peut compter dans les trajectoires des ruraux. Rappelons, et ça c'est une enquête qu'on a menée ensemble, qu'un jeune rural sur 3 ne pratique pas d'activité extrascolaire. Pourquoi ? Parce que 2h37 par jour dans les transports, c'est 3/4 d'heure de plus dans les transports qu'un jeune urbain. Donc en fait, 3/4 d'heure de moins par jour pour faire du sport, faire un instrument de musique, voir ses copains, rêver, etc. Et donc la maman célibataire, dans ces territoires-là, elle va devoir jongler avec cette dimension logistique, le poids du symbole et des représentations. Dans des campagnes où on sait qu'on a des enfants plus jeunes, que le capital d'autochtonie il repose aussi beaucoup justement sur les liens qu'on va réussir à tisser, y compris amoureux, y compris maritaux, que dans le regard justement local, le fait de devenir propriétaire assez jeune. Là à nouveau je cite Benoît Coquart et Yael Anselem que vous connaissez sans doute aussi pour son livre Les filles du coin. Ça compte, tout ce qui effectivement constitue aussi la vie des couples et des couples y compris qui se forment jeunes, avec une respectabilité qui part de là. Donc il y a la dimension économique, la dimension logistique, la dimension symbolique, et c'est là où, encore une fois, on voit comment l'effet de lieu peut venir alourdir des choix personnels. Et quand même, il faut que je le dise, parce qu'on ne le dit pas assez, c'est des chiffres qui commencent à sortir, mais on en parle souvent avec Émilie Agnew, qui a aussi participé à mettre ces sujets sur la table. 50% des féminicides, aujourd'hui, ont lieu dans la ruralité. Quand on parle de ces questions-là et des questions de conditions féminines rurales, il faut parler, je pense, des sujets de santé des femmes et des sujets de violences faites aux femmes. Pardon, je pense qu'il faut en parler, c'est un lieu commun que de dire ça. Et à nouveau,
En fait, ce qui est compliqué quand on parle des inégalités, c'est que tout de suite, on peut être taxé justement de faire du misérabilisme. Mais en même temps, à un moment donné, quand on n'a pas vu des sujets pendant très longtemps, on est obligé de les surligner au marqueur pour qu'ils soient vus. Donc moi, j'assume aussi que ce soit un peu mon rôle de le faire. Mais ce qui est très bien montré par les sociologues dont je vous parlais à l'instant, c'est qu'en fait, vous tombez enceinte à 18 ans dans votre petit village, pour aller chercher la pilule du lendemain, quand vous connaissez la pharmacienne et qu'elle connaît votre mère, c'est plus compliqué. Et si vous n'avez pas votre permis, ou s'il n'y a qu'une voiture et que vous n'avez pas envie de demander à votre mère de vous accompagner, ou s'il n'y a pas de transport en commun et pas suffisant, et on sait très bien que c'est le cas dans ces territoires-là, c'est chaud, quoi. Et même chose pour les violences faites aux femmes. Porter plainte, c'est très compliqué, y compris dans une grande métropole, quand on subit une violence maritale, amoureuse ou que sais-je. Eh bien, quand on connaît et quand la personne auprès de qui on va aller porter plainte, elle joue au foot ou au rugby avec son mari le week-end, c'est encore plus compliqué. Et donc, 50%, 49% pour être exact, je crois, des féminicides ont lieu en ruralité. Alors qu'il y a 30% des femmes qui y vivent. Et je crois que c'est 26% je regarde mon responsable du plaidoyer qui me fait, c'est bien ça, 26% des appels au 3919 qui viennent des territoires ruraux. Donc on voit très bien à quel point est-ce que tout ça se fait, et tout ça existe, tout ça se fait à bas bruit, malgré le travail délirant des associations de terrain qui sont là, qui se battent, des élus locaux qui le font aussi. Donc il y a des tas de choses qui sont faites. Je pense que sur cette question-là, ça bouge particulièrement, mais ça s'est fait à bas bruit pendant très très longtemps, et on en revient à l'idéalisation de la campagne comme un lieu très calme, loin des violences urbaines, loin des habitations exiguës, loin du bruit, etc. Il y a aussi des choses très violentes qui s'y passent, évidemment, et qui ne sont pas encore suffisamment traitées. Toi, Pauline, c'est frappant, c'est vraiment si ma mémoire est bonne, l'une des premières expériences peut-être sensibles lorsque tu reviens, c'est, tu te demandes, mais comment font les parents pour aller chercher les enfants à 16h30 à la sortie de l'école, alors que moi, donc toi, consultante, je les mets à la halte garderie parce que j'ai besoin de travailler jusqu'à 18h quand même pour répondre à mes clients, terminer des choses, etc. Et finalement, tu te rends compte que oui, ils vont les chercher à 16h30 parce que la plupart sont des femmes, seules ou pas seules, mais en tout cas des femmes à temps partiel. Et c'est, je crois, l'une des premières expériences finalement sensibles de ton retour, c'est finalement cette expérience-là de cette réalité économique et de cette figure, en effet, de la femme seule à temps partiel. Exactement. Moi, je suis revenue vivre à Dunkerque. Donc, Dunkerque, c'est une ville moyenne, mais qui est quand même encore marquée par tout un tas de... comment dire, même si on essaye de changer son image, qu'elle devient de plus en plus touristique, etc., il y a encore des marqueurs sociaux très forts, et notamment le niveau d'études. Moi, dans ma ville, il y a 5% de gens qui ont un diplôme Bac+5. 5%. Il y a entre 7 et 10% de cadres. Et donc, la catégorie de population qui paye le prix fort de la question des inégalités, ce sont les femmes. Et effectivement, on n'en parle presque jamais. Là, par exemple, c'est les municipales. J'envoie un petit message aux candidats. Il n'y a pas de sujet sur la question des femmes et de l'emploi, alors que c'est délirant. Tout ce que tu citais, Salomé, à l'instant, c'est aussi très fortement lié à la question de l'emploi. Ont-elles un travail ou pas? Ont-elles un travail, un temps partiel subi ou choisi? Choisissent-elles tout simplement même le métier qui correspond à leur qualification ou pas? On en revient toujours à la question du choix. Et moi, par exemple, à Dunkerque, quand j'ai regardé... donc ça, c'est vrai, c'est une expérience que j'ai faite. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, mes enfants avaient 1 an et 4 ans. Donc, je les laissais au périscolaire jusqu'à 18h30, et les enfants, ils étaient peut-être 5 à rester jusqu'à 18h30. Alors que quand on venait de Paris, c'était la norme, quoi, de rester jusqu'à 18h30. Et alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Il y a des gens qui embauchent très tôt le matin et qui, du coup, vont récupérer leurs enfants. Mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est quand même des gens qui sont soit en temps partiel subi, soit au chômage. Il faut aussi le dire, moi, par exemple, à Dunkerque, le taux d'emploi des femmes, il est 10 points inférieur à la moyenne nationale. Et le taux de formation, pareil, 10 points inférieur. Et là, je te rejoins vraiment complètement, Salomé. Ce sont des questions qui passent quand même un peu sous les radars des politiques publiques. Enfin, en tout cas, qui ne sont pas
médiatisé à la hauteur de ce que ça veut dire pour l'expérience du quotidien de ces familles. Tu le disais, l'accès aux activités extrascolaires, etc. C'est juste, elles ne peuvent pas, en fait. Ces femmes, elles sont bien souvent contraintes de s'occuper de leurs enfants, et aussi parce que il y a moins d'accueil collectif. Par exemple, moi, mes anciens, c'est toujours mes copains parisiens, mais on dit souvent, à Paris, c'est très compliqué, trouver une crèche, etc. Eh ben, pas tant que ça. Quand vous regardez vraiment les statistiques, mais oui, en fait, Paris est une des villes les mieux dotées en crèche. Alors, Paris intramuros, évidemment, quand vous parlez de la petite couronne et de la banlieue, là, les statistiques s'effondrent. Mais Paris, en soi, est une ville où l'accueil de modes de garde collectif, on est plutôt bien doté, comparativement à d'autres territoires de France qui sont vraiment sous-dotés. Et donc, c'est ce qui aussi est un frein à l'accès à l'emploi des femmes en ruralité, c'est qu'il n'y a pas non plus assez de modes de garde. Et c'est pas juste ça, c'est pas un sujet simplement de cadre dans les grandes métropoles. C'est aussi des sujets pour des personnes qui ont des emplois d'employés et a fortiori pour des femmes qui ont des temps partiels. Voilà. Donc oui, je pense que c'est un vrai sujet. Ah oui, non, ce que je voulais dire, peut-être une idée qui m'est venue en vous écoutant, c'est que moi, tu l'as dit, Jérémy, je travaille sur le travail, donc j'accompagne des entreprises et des organisations à penser le futur du travail. Et en fait, quand on réfléchit, par exemple, aux avantages ou à comment on devrait structurer l'expérience de travail dans notre entreprise, là, ça fait quelques années qu'on entend le fait que, plutôt que de penser l'étalon comme étant l'homme de 50 ans, blanc, sans responsabilité familiale, peut-être que si on pensait nos politiques RH en partant des besoins typiquement de la femme seule avec enfant, je peux vous dire que beaucoup de choses changeraient dans les entreprises, dans la question notamment des déplacements, des horaires, du télétravail, etc. Et en fait, je me dis que ce raisonnement, c'est-à-dire d'appliquer, de raisonner les politiques publiques à partir de l'étalon finalement qui aujourd'hui recèle le plus d'inégalités, donc comme vous le disiez, la figure de la femme seule avec enfant, ça pourrait être intéressant et ça pourrait faire advenir des solutions en réfléchissant vraiment, en partant en fait de la population la plus vulnérable, parce que c'est ça que je cherchais comme mot, c'est que finalement cette figure de la femme seule avec enfant, c'est celle qui est la plus vulnérable encore dans les lieux dont on parle depuis tout à l'heure. Et qui n'est pas ultra minoritaire, alors qui ne l'est pas du tout dans les grandes métropoles, qui est même... Non, alors oui, alors redire, alors moi aussi, c'est marrant, les expériences croisées. Moi aussi, j'ai grandi dans une famille monoparentale, donc ma mère était seule avec 2 enfants, et les familles monoparentales, aujourd'hui, c'est quand même près de 25% des familles, et plus de 80% des familles... c'est composé de femmes, quoi. 80% des familles monoparentales sont à la tête, ce sont des femmes. Donc, c'est un vrai sujet de politique publique et a fortiori en ruralité, parce que, comme tu l'as très bien mentionné, ça condense toutes les inégalités, freins à l'emploi, à la mobilité, etc. Alors, ceux qui reviennent quitter Paris pour retourner vivre dans son territoire d'origine. C'est le livre de Pauline Rochard qui a été publié chez Payot, qui est disponible. Celle qui part, raconter les territoires, donc de Salomé Berlioux aux éditions de l'Aube, et du coup en partenariat avec Rura, qui est également évidemment disponible à l'extérieur. Un bel objet soutenu par Rura qui sort début octobre, une plongée dans ce qui fait le quotidien des jeunes du Nord de la Charente, qui est un livre de photographie très joli et très beau que je vous invite à découvrir. Je crois qu'il est aussi disponible à l'extérieur. C'était un vrai plaisir de vous avoir toutes les deux, de croiser vos 2 regards. Je vous invite vraiment à lire, non pas l'un ou l'autre, mais vraiment de lire les 2, parce que c'est vraiment 2 regards croisés. Ça coûte un peu d'argent, je suis d'accord, mais c'est très utile pour comprendre vraiment avec beaucoup de finesse ce qui se joue dans ces territoires. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à toutes les 2. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché,
Ciao, c'est I-A-O. Allez, ciao.